السلام عليكم ورحمة الله. الإله لن يعود إلى بيت لحم وربيع السيانم وغيرها من المؤلفات للكاتب الفرنسي يعقوب كوهن تفضح دور الموساد في المغرب. وماذا عن ظاهرة ديودوني من الداخل؟ معكم زينب صفار، تابعونا. من أبرز المفكرين اليهود المناهضين للحركة الصهيونية في العصر الحديث الذين يسعون إلى التفريق بين اليهودية كديانة والصهيونية كإيديولوجيا وحركة عنصرية لا إنسانية هو يعقوب كوهن، الكاتب والمفكر المغربي من مكناس الذي هاجر إلى فرنسا وحصل على جنسيتها واستقر في باريس متفرغا للكتابة، حيث لديه عدد من الروايات والمؤلفات والعديد من المقالات التي ينشرها على مدونته الإلكترونية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عضو في الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام. بسبب مواقفه المناهضة للصهيونية والداعمة للقضية الفلسطينية، تعرض كوهين المختص في القانون العام عام 2012 لاعتداء من طرف أعضاء من عصبة الدفاع اليهودية بفرنسا، وذلك في أحد مقاهي باريس، حيث كان يقدم في لقاء أدبي كتابه الأخير المتعلق بالقضية الفلسطينية. وصور المعتدون حادث الاعتداء ونشروه على موقعهم الخاص. في حوار من جزئين مع المفكر يعقوب كوهين يخبرنا من الداخل عن الاعتداء الذي تعرض له في باريس، وعن إفلات المجرمين من العقاب، وعن كتاباته التي لم تترجم إلى الإنجليزية، ولا سيما كتابه ربيع السيانم، وهو مصطلح عبري يعني المساعدين، ويستخدم لوصف اليهود المقيمين خارج إسرائيل والمتطوعين لخدمة الموساد، كما يشرح أكثر ظاهرة ديودوني ودعمه له. Jacob Cohen, Franco-Moroccan citizen, anti-Zionist writer. Welcome to the Insight, sir. Thank you. You're most welcome, sir. Well, on the 12th of March 2012, while launching your book, which is about a Palestinian cause, in one of the Saint-Germain cafes in Paris, you were attacked by people, members of the Jewish Defense League, who filmed the attack and posted it later on the internet. The French judiciary had to close the case without any further action. Why? Cela démontre déjà la soumission du gouvernement français et des institutions de la France au sionisme ou au judéo-sionisme. C'est-à-dire qu'ici, en France, toutes les institutions, la police, la justice, l'économie, le cinéma, les médias, fonctionnent selon un critère assez simple et véridique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la peine aux intérêts des judéo-sionistes et d'Israël. Et donc, en fait, tout ce que fait la Ligue de défense juive n'est jamais poursuivi par la justice, parce que ce sont des juifs, des sionistes, et donc ils sont protégés par le système. Maintenant, par exemple, ce qui m'est arrivé, si le 10e seulement était arrivé à un juif, le 100e, la même semaine, il y a un juif de 18 ans qui a été insulté dans un train, insulté seulement. Le président de la République, le Premier ministre ont dit qu'il fallait absolument retrouver le coupable, que c'était inadmissible, que quand on touchait à un juif, c'est la République en entier qui est touchée. Mais par contre, quand des juifs sont concernés par ce genre de problème, ils ne sont pas du tout inquiétés. En fait, j'ai déposé plainte et la justice n'a même pas ouvert une enquête. Elle a fermé le dossier sans rien dire, alors que c'était très grave. And you become branded as an anti-Semite. Oui, par les gens, bien sûr. C'est-à-dire j'ai été traité de capot, de traître. Les capots sont les gardiens juifs des camps de concentration. Et aussi d'antisémites, oui. Ça, c'est assez classique, oui. Et donc, en fait, ça montre tout simplement que les juifs sont intouchables. Ici. Enfin, les juifs, pas moi, parce que moi je ne suis pas dans le camp du bien. Donc en fait, moi j'appartiens au camp des mauvais, donc des antisionistes, et donc tout ce qui peut m'arriver n'est pas protégé, je ne suis pas protégé par la justice, par la police, et donc il y a une espèce d'impunité qui touche les organisations judéo-sionistes.
Yes, following the attack on Charlie Hebdo, the media narrative has been dominated by both emotional and political reactions, but not based on objective analysis. You have a special take on that, please. C'est-à-dire, d'abord, bon, on ne saura jamais qui a lancé les attaques, c'est-à-dire qui était derrière les attaques. Et donc, en fait, le but de ces attaques, c'est de créer une émotion, un phénomène de sidération de la population. On s'est dit, on a attaqué la liberté de la presse, on a attaqué des représentants de la liberté, et donc, en fait, on a créé, au lieu de chercher les causes réelles, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, en fait, on a établi une vérité, et on a dit, voilà, c'est la liberté de la presse qui est attaquée. Pourquoi? Parce que Charlie Hebdo avait osé attaquer le prophète Mahomet. En fait, c'est pour ça, parce qu'ils ont publié les caricatures du prophète Mahomet. Mais ici, en France, on peut critiquer l'islam, on peut critiquer le catholicisme, mais on ne peut pas critiquer les juifs. Par exemple, Charlie Hebdo, pour vous donner une idée du double langage, Charlie Hebdo, il y avait un des fondateurs de Charlie Hebdo, qui s'appelle Siné, et qui avait juste dit, quand le fils de Sarkozy s'était marié avec une juive, il s'était converti au judaïsme. Et il a juste dit, il ira loin ce petit. Il a été licencié. C'est pour juste montrer que, soi-disant, Charlie Hebdo qui protège les libertés, qui défend la liberté, etc., c'est pas vrai. C'est-à-dire, en fait, il y a des libertés qu'on défend, c'est-à-dire la liberté de critiquer, même à outrance, l'islam et les musulmans, mais il y a un camp qu'on ne doit jamais attaquer, c'est les juifs, c'est les judéo-sionistes. So it's a kind of double standards. In this course, you said, sir, that it is one of the ploys of the Judeo-Zionist conviction to create confusion. The slogan, Muslim Islamist terrorist, allows them to instill the idea that Muslims in France will never be able to either evolve or integrate. Their ideal is to render the Muslims undesirable, incompatible, and to drive the majority out of France. Don't you think here, sir, that this was one of the main reasons behind the recent events that took place on Friday the 13th in November, the atrocious events in Bataclan? Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est un peu l'apothéose, si on veut, c'est-à-dire le sommet de cette politique. Mais en fait, cette politique remonte aux années 80. Si vous permettez que je fasse un petit historique, en 1983, les jeunes beurs, c'est-à-dire les Français d'origine maghrébine, laïcs, intégrés, ils ont fait une marche qui avait réuni 100 000 jeunes. Et c'est ce qu'on avait appelé la marche des beurs, parce qu'ils demandaient leur intégration à la République. Quelle a été la réponse du gouvernement? Du gouvernement, c'est-à-dire aux ordres du CRIF, c'est-à-dire aux ordres des judéo-sionistes. Ils ont créé SOS Racisme, c'est-à-dire une organisation qui dépend de l'Union des étudiants juifs de France et qui a fait en sorte que les musulmans ne puissent pas acquérir leurs droits et agir comme une minorité. Pourquoi? Parce que c'est l'époque où déjà, dès les années 80, on a commencé à sortir la Shoah, à interdire toute critique de l'histoire de la Shoah, et aussi où Israël était en première intifada, la première intifada, et donc ils ont décidé de frapper un grand coup partout en Europe, et donc d'empêcher les musulmans de s'exprimer et d'occuper leur place. Parce qu'ils avaient peur, ils ont peur toujours, que ces musulmans occupent des places dans les médias, dans la politique, et dirigent la politique de la France loin d'Israël, loin des États-Unis, et vers le monde arabe et vers la Palestine. Et ils ne voulaient pas de ça. Et donc il fallait absolument maintenir les musulmans dans un état de soumission. Il faut que les musulmans rasent les murs. Il ne faut pas qu'ils soient fiers de porter un foulard, par exemple. C'est interdit à l'école. Et même maintenant, pas seulement à l'école. Il y a des entreprises privées qui l'interdisent, alors que ce n'est pas la loi. Et donc, en fait, c'est toute une politique qui est dirigée, encore une fois, par les judéo-sionistes qui ne veulent pas voir les musulmans occuper la place qui leur revient dans cette société.
C'est très important de comprendre ça. Évidemment, cela ne paraît pas, mais quand on connaît l'action des Sayanim, c'est-à-dire, il y a des milliers de juifs sionistes, comme dans chaque pays, qui travaillent en direct, avec le Mossad directement. Et donc, ces Sayanim qui sont dans les médias, dans le gouvernement, dans tous les ministères, dans la publicité, ils font en sorte de guider la politique de la France dans un sens. Et ce sens-là, c'est de soumettre les musulmans. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et puis après, on a commencé avec les attentats. Les attentats, ça a un double avantage, entre guillemets, c'est-à-dire de créer des conditions où on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire adopter l'état d'urgence, adopter la loi sur le renseignement, et donc la police et la justice peuvent faire ce qu'ils veulent, et en même temps faire peur aux musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui, un musulman, ils vont chercher un musulman qui a dit quelque chose en janvier, et on lui a dit, tu as dit ça, donc on va le mettre, on va l'effrayer, etc. Right. Mr. Jacob Cohen, Yes. we're going to detail about the issue of the Sayanim and your book in particular, The Sayanim Spring, but in the next episode, next episode with you next week. And we have to stop now for a short break, and then later on, after the break, we'll talk a bit more about why the French are turning into jihad. Okay. After the break, sir. Oh, sure. إذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. يقول روبرت فيسك: تظهر الهوية الفرنسية الجزائرية لأحد الإرهابيين كيف أن الحرب الفرنسية الوحشية التي دارت بين عامي 56 و 62 في الجزائر لا تزال تلقي بظلالها اليوم، عندما أفاد الصحفيون بأن الضحايا 130 سقطوا في أفظع هجوم على فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. أغفلوا الحديث عن المجزرة التي وقعت عام 61 في باريس، التي أدت إلى مقتل 200 جزائري كانوا يشاركون في مسيرة غير قانونية للتنديد بالحرب الاستعمارية الوحشية التي خاضتها فرنسا في الجزائر، حيث قتل معظمهم على يد الشرطة الفرنسية، وتعرض الكثيرون منهم للتعذيب في بالي دو سبورت، ورميت جثثهم في نهر السان. آنذاك لم تعترف فرنسا سوى بمقتل 40 شخصا. فضلا عن ذلك، كان الأخوان اللذان نفذا الهجوم على شارلي هيبدو من أصل جزائري وينتميان إلى المجتمع الجزائري الذي يعيش في فرنسا، والذي يضم أكثر من 5 ملايين شخص، ويرى معظمهم أن الحرب الجزائرية لم تنتهي بعد. المفكر المغربي الفرنسي يعقوب كوهين يشرح تبعات كل هذه الأحداث على المجتمع الجزائري في فرنسا اليوم. C'est-à-dire, le problème, c'est que lorsque ces Maghrébins, on les a fait venir en France, à partir des années 50, 60, on les a très maltraités. C'est-à-dire, ils ont habité dans des bidonvilles, on ne leur a pas permis de faire venir leur famille, et quand ils allaient faire les papiers, on les harcelait, on les insultait, et donc ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Jamais la France n'a fait l'effort de considérer ces citoyens, même leurs enfants, comme des citoyens ordinaires, normaux, comme tout le monde. Vous savez, moi j'ai fait l'expérience, je suis venu en France en tant que Marocain, et j'ai vécu en Allemagne et au Canada en tant que Marocain, avec les papiers, mais la différence de traitement, elle est extraordinaire. Ici, les gens sont soumis à l'arbitraire. Vous savez, dans des quartiers, par exemple, où habitent les immigrés, ils sont contrôlés comme si on était en Cisjordanie occupée. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, le jeune beurre ne s'est jamais senti réellement français, intégré, accepté. Et donc, dans ces conditions, il est très facile de trouver quelques jeunes. On peut les exciter. Ces jeunes, ils voient ce qui se passe en Irak, ils voient ce qui se passe en Palestine, ils voient ce qui se passe en Syrie. Ils voient le harcèlement au quotidien de la police, de la justice. Ils sont contrôlés parfois 5 fois par jour, 10 fois par jour, etc. Et donc, ils voient tout ça. Évidemment, ils sont attirés, quelques-uns d'entre eux. Il suffit d'attirer quelques dizaines, quelques centaines, en leur disant, oui, il faut faire la guerre sainte, l'Occident, voilà. C'est très facile de faire tourner la tête à quelques jeunes illuminés. Et donc, à ce moment-là, on peut les manipuler. Parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui sont manipulés. Je ne pense pas que... D'abord, ils sont tous surveillés.
la plupart de ces terroristes, entre guillemets, on apprend par la suite que leurs portables étaient écoutés, on connaissait leurs déplacements, etc. Alors, les services secrets ont tellement de moyens de suivre ces gens-là, on peut se demander pourquoi on ne les a pas arrêtés ou pourquoi on ne les a pas, emprisonnés auparavant, etc. Donc, on a fait exprès de... C'est ce qu'on appelle la stratégie de la tension. C'est-à-dire, vous savez, même en Italie, par exemple, en 1981 ou 82, les services secrets ont fait exploser une bombe dans une gare. On le sait aujourd'hui, la gare de Bologne. On fait exploser une bombe qui a fait 82 morts. Donc, c'est un phénomène, comment dire, c'est une attitude des services secrets classique pour créer une tension. Quand on veut créer une tension parce que l'Italie voulait s'éloigner de l'Amérique, donc on pose une bombe, et parce qu'on sait, les services secrets utilisent des gens fragiles et qu'on peut manipuler. Et donc c'est ce qui se passe en France. C'est ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire, on peut trouver des tas de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à se faire sauter ou à faire des actions comme ça parce que ces jeunes voient les injustices, ils voient les conditions de vie, et c'est très facile de les manipuler. So you agree, sir, with what the French observers say, that France and the French are facing a problem that will not be resolved for several years? Oui. How serious is the situation? Ah non, mais de toutes les façons, parce que la France n'a jamais voulu régler ce problème. C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'on n'a jamais essayé de régler, c'est-à-dire de rendre cette communauté minoritaire, de lui permettre d'avoir sa place. Voilà. Et encore une fois, il y a deux éléments qui jouent. C'est-à-dire, il y a l'influence du lobby judéo-sioniste qui ne veut pas voir cette communauté prendre sa place, et il y a un racisme latent des autorités françaises qui ne se sont pas débarrassées d'un sentiment colonial, d'un réflexe colonial. Voilà. Et donc, en fait, ce problème aurait pu commencer à être réglé dans les années 80. Et on n'aurait pas eu ces problèmes aujourd'hui. Mais on n'a rien fait, et au contraire, on les a laissés s'aggraver. Par exemple, la loi sur le voile, elle a été très mal perçue par les musulmans. C'est vraiment une loi... Et beaucoup avaient dit à l'époque, en 2003, qu'il n'était pas nécessaire d'adopter une loi. Parce qu'il y avait un arrêt du Conseil d'État qui donnait les conditions dans lesquelles on pouvait aménager l'application, etc. Mais on a voulu cette loi pour mettre les musulmans au pied du mur, pour les obliger à se soumettre. C'est ça le problème fondamental. Et donc, si vous voulez, on entretient... Il y a beaucoup de personnes en France, les autorités, le lobby, ils ont intérêt à entretenir ce climat d'insécurité, ce climat de tension, ce climat de haine, pour justement, d'abord d'une part, obliger les musulmans à se soumettre, et d'autre part dire, vous voyez les musulmans, il n'y a rien à faire, c'est pas possible. Ils sont terroristes dans l'âme, on ne peut pas leur faire confiance, etc. Et donc maintenir cet état de peur, d'oppression et de soumission, et même les musulmans finissent par accepter ce système, c'est-à-dire par dire oui, il faut qu'on change, etc. On n'est pas comme les autres, ils s'excusent. Now allow me to read something about Jürgen Todenhofer, who is the first Western journalist who was allowed to enter territory controlled by the so-called Islamic State or ISIS Daesh. A year ago, he spent 10 days among the terrorists, also visiting Raqqa, which is the capital of the self-proclaimed caliphate. He met people from Russia's Caucasus, but also from Germany, from France, from Belgium, from Britain. And of course, he asked all of them why they had come there. And he said that he had the impression that all the Muslims who joined ISIS used to be completely unimportant in their countries. They were alienated and were not accepted there and were considered second-class citizens. How could this be confronted by the governments in the West, Jacob? Parce que, en fait, j'ai expliqué que la situation de beaucoup de musulmans était dans une situation d'oppression et de soumission. Bon. Et en fait, le gouvernement a besoin... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements
ne sont pas tous... Enfin, leur objectif n'est pas de chercher toujours la paix, la justice et l'égalité. Il faut pas... Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants. C'est les contes de Noël. Les gouvernements, ils sont là pour mener une politique qui sert des intérêts particuliers. Donc des intérêts, par exemple, de l'Occident, de créer des chocs de civilisation, de dominer les Arabes, de susciter la division chez les Arabes, etc. Donc c'est ça le but des gouvernements. Ils ne vont pas le dire, bien sûr. Les gouvernements disent nous voulons la démocratie, la paix, la justice, etc. Mais en fait, ils font exactement le contraire. Et donc le but de tout gouvernement, surtout aujourd'hui en France et d'Amérique, etc., c'est de créer le maximum de conflits, de divisions et de tensions. Et donc il faut partir de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une stratégie mûrement réfléchie. Vous savez, la division de la Syrie a été décidée dans les années 90 dans les centres stratégiques israéliens. À l'époque déjà, on parlait qu'il fallait diviser les nations comme l'Irak et la Syrie en parties ethniques. Donc c'est quelque chose qui a déjà été décidé depuis longtemps. Et il fallait la mettre en œuvre. Et donc, en fait, on finit par créer des organisations comme ISIS, etc. Et après, c'est très facile de rencontrer des gens, enfin, vraiment de manipuler des gens qui sont au chômage, qui sont mal dans leur peau, qui ont 20 ans, 22 ans, on leur promet l'aventure, on leur promet je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est un problème presque secondaire pour des services secrets qui ont des moyens, etc. C'est presque trop facile. Right. Allow me to ask you one last question, but quickly, if I may. Georges Brahim Abdallah is a political prisoner in France since 1984 for 31 years now, and a spokesperson for the international campaign for the release of Georges Abdallah said France is openly telling us that as long as there is an atmosphere of terrorist crimes in France after Charlie Hebdo, it is impossible to free Abdallah. What's the connection? C'est le prétexte idéal. C'est-à-dire qu'en fait, avant les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu plusieurs demandes qui ont été déposées. Et Georges Brahim Abdallah aurait dû être, toutes les conditions juridiques étaient remplies pour qu'il soit libéré. Donc on n'a pas voulu le faire, pour des raisons, voilà. Mais les attentats viennent comme, enfin, on a un bon prétexte. C'est-à-dire, on dit, on ne peut pas libérer un terroriste. Donc en fait, c'est juste, on a saisi un prétexte. Il n'y a aucun lien entre les attentats et la libération de Georges Brahim. Il n'y a aucun lien. En principe, il ne devrait pas y avoir de lien. Mais pour le gouvernement, il trouve une justification. Ça tombe très bien. Parce que avant, il avait du mal à justifier de garder Georges Brahim Abdallah en prison. Il n'y a rien qui justifie. Mais les attentats lui ont donné une très bonne raison. Right, Mr. Jacob Cohen, Franco-Moroccan anti-Zionist writer, many thanks indeed for joining us. And you'll be joining us next week also for another episode to focus on your writings and books. Sure. You're most welcome, sir. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع الجزء الثاني من هذا اللقاء مع الكاتب الفرنسي يعقوب كوهين من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين من العاصمة الفرنسية باريس. السلام عليكم ورحمة الله.